Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Radio-Canada est aussi autrice du livre « Ciao plastique, peut-on s'en passer ?» paru aux éditions de l'Homme cette année. Je vais être l'animatrice de la prochaine table ronde. Je vous présente tout de suite nos invités. On a Arnaud Toria-Cloutier, qui est enseignant de philosophie et qui a fait paraître l'essai Pour une écologie du 99 20 mythes à déboulonner. Et c'est le moment Price is Right voilà. de montrer, voilà. Et c'est paru aux éditions Éco-Société. Bonjour. C'est ça. Merci. Noémie Larouche, qui est à ma gauche ici, est éditrice par intérim chez Publications BLD, derrière Les Débrouillards, Curium, Les Explorateurs aussi. Elle est autrice du livre L'éco-anxiété, l'envers d'un déni, paru aux éditions Multimonde. Et en terminant, j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Pierre Rogel, qui est journaliste scientifique. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a été reporter scientifique à l'émission Découverte pendant 25 ans. Il a aussi mené le magazine Québec Science en tant que rédacteur en chef. Et cette année, il a fait paraître La planète du héron bleu, 30 ans pour sauver la biodiversité aux éditions La Presse. Bonjour. Je dois vous dire, Jean-Pierre, que je suis un peu une fan de votre travail. Donc, je suis très contente de vous rencontrer. Merci. Alors, vous avez tous les trois fait paraître un livre cette année sur les enjeux climatiques avec un angle bien précis. Et pour lancer la discussion, j'aimerais que vous nous précisiez, à la lumière de vos écrits, de vos recherches, quels sont les constats que vous faites sur la question climatique? D'abord, Noémie. Il faut se replacer dans le temps quand j'ai entamé la rédaction de ce livre-là. On m'entend mal? Je ne sais pas. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. On était en 2019. Il y avait des jeunes de partout sur la planète qui se mobilisaient pour nous dire leur indignation face à notre inaction dans la lutte au changement climatique. Et ils nous disaient aussi qu'ils avaient peur. Et ce mot-là, éco-anxiété, était nommé régulièrement, on l'entendait. Et moi, mon impression, c'est qu'on en parlait sans trop savoir de quoi on parlait. Et donc, je me suis mise à fouiller pour essayer de comprendre la littérature scientifique. Et là, ce que j'ai découvert était tellement fascinant, tellement dérangeant que j'ai décidé d'entamer la rédaction de ce livre-là. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'éco-anxiété, au-delà de... On l'utilise souvent comme une espèce de baromètre de sensibilité écologique, alors que dans les faits, c'est un réel trouble. Donc, en 2017, il y a l'Association des psychologues américains qui a publié un rapport qui est considéré comme déterminant dans le milieu sur les effets des changements climatiques sur la santé mentale. Et l'éco-anxiété, elle est nommée dans ce rapport-là comme une part chronique du désastre environnemental qui va se manifester de toutes sortes de façons, par de l'insomnie, par l'hyperventilation, des crises de panique, donc un réel trouble, difficile à vivre. Et juste peut-être pour bien comprendre, moi j'adore cette définition-là, qui est une définition de la psychiatre américaine Lise Van Susteren, qui, elle, parle de stress pré-traumatique par opposition au stress post-traumatique. En fait, ce qu'elle dit, c'est que les gens qui souffrent de stress post-traumatique vont avoir en tête des images, des rêves récurrents qui les ramènent à un événement traumatique passé. Alors que les gens qui souffrent de stress pré-traumatique, donc éco-anxiété, ont, eux, à l'image en tête, des images catastrophiques qui correspondent avec ce qui nous a été annoncé par les scientifiques. Donc, un réel trouble. Et là, je nomme l'éco-anxiété, mais il y a tout un spectre de troubles de santé mentale qui sont liés à la crise climatique. De santé mentale, mais de santé physique aussi, hein, parce que ça a des... tout ça se parle, hein, tout Oui, bien entendu. Arnaud, de votre côté, vous avez pris un point de vue un peu plus politique, disons, sur les changements climatiques. Oui, en effet. Ce qu'on a essayé de dire dans notre livre que j'ai coécrit avec Frédéric Legault et Alain Savard, c'est d'abord que la gravité de la crise fait en sorte que les solutions qui sont aujourd'hui avancées pour résoudre la crise climatique, entre autres, parce qu'on sait que la crise écologique est beaucoup plus vaste, ne sont pas du tout à la hauteur, finalement, de cette gravité-là. Et principalement parce qu'il y a une erreur de diagnostic.
une erreur de diagnostic qu'on a résumée par une série de mythes. Par exemple, on va souvent penser que le problème, c'est la surconsommation ou que le problème, c'est la surpopulation ou finalement que peut-être il n'y a pas vraiment de problème parce que les technologies vont nous sauver. Bon, on a pris à bras le corps ces mythes-là pour essayer de les déboulonner et montrer que derrière ça, il y a des enjeux structurels, des enjeux liés à la façon dont notre économie est structurée autour de l'accumulation du profit. Et c'est cette barrière-là qui est la principale barrière à la réalisation d'une société écologique qui respecte les limites planétaires. Et c'est pour ça qu'on va au bout de ce constat-là et on dit qu'il faut structurer un mouvement politique, écologique, de lutte qui s'engage dans une lutte contre la structure même de l'économie. Ça passe d'abord et avant tout par cibler les grands pollueurs, notamment l'industrie fossile, pétrole, gaz naturel, qui est du gaz fossile, on va se le dire, du charbon, etc. Ce sont les principaux responsables de la crise écologique. Ils ont fait du déni climatique depuis des décennies. Ils ont privatisé des technologies et des brevets d'énergie renouvelable. Ils bloquent les négociations du climat. Ce sont nos ennemis. Il faut assumer cette lutte-là, ce conflit-là. Et c'est ce que nous défendons dans notre livre si on veut être en mesure de garantir de satisfaire les besoins de tous dans les limites planétaires. Oui, c'est très confrontant comme lecture, je dois le dire, parce qu'on adhère à peu près tous à ces discours-là, que la surconsommation, c'est le problème. Une des solutions, c'est de planter des arbres, tout simplement. Alors que dans votre livre, tout au long, dans ma tête, il y avait un oui, mais, et c'était le mais qui était vraiment intéressant. En terminant, Jean-Pierre, vous êtes un observateur privilégié depuis 30 ans sur les questions climatiques, la biodiversité. Vous considérez, vous, qu'il n'est pas trop tard pour s'engager pour le climat? Oui, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Oh, voilà, un son qui revient. Bonjour à tous. C'est mieux, vous entendez, c'est bon? Vous m'entendez mieux, mais là, je suis sûr que comme ça, vous m'entendriez mieux, mais je ne peux pas garder le micro. Il ne faut pas que ça pop, ça. Par contre, Jean-Pierre. Alors, on va ajuster les niveaux. Les niveaux. C'est mieux. Il faut que je parle pour ajuster les niveaux. Je ne savais pas que vous étiez humoriste aussi, en plus d'être journaliste scientifique. Je me préoccupe de mon ami du son, là. Ça va? Oui, ça va. Alors, moi, j'ai pris le volet, finalement, de la protection de la nature, parce qu'on parle beaucoup de changement climatique, et c'est sûr qu'il y a une crise qui est très importante. On n'a pas l'air très bien parti pour rencontrer les objectifs de l'accord de Paris, 1,5, l'augmentation, on sait qu'il va y avoir plus que ça. C'est un peu un constat d'échec qu'a été la COP 26. Par contre, il y a un lien qu'on ne fait pas toujours. Et d'ailleurs, les communiqués même de la COP 26 n'en parlent pratiquement pas. C'est qu'il y a des solutions naturelles, des solutions fondées sur la nature, sur lesquelles on peut s'appuyer pour lutter contre la crise climatique. Et au départ, on peut dire que il y a 72% des effets du réchauffement qui sont les gaz, les GES à effet de serre, qui viennent de l'énergie, mais il y en a 30%, le reste, qui vient de l'utilisation des terres, des forêts, des océans. Et il faut travailler sur cette partie-là aussi. Et il y a des belles solutions fondées sur la nature qui permettrait de faire face au changement climatique. Alors, c'est un peu l'angle de mon livre, mais mon livre, il ne part pas de la crise du climat, il part de la crise de la biodiversité, parce qu'on vit une érosion importante de la biodiversité. Ouais. Et j'essaie d'expliquer comment fonctionnent les écosystèmes, qu'est-ce que c'est que la biodiversité, comment on la mesure et comment elle est importante pour notre avenir, pour l'avenir de la planète. Mais c'est aussi un récit de voyage, parce que vous nous amenez en Australie, on va en Arctique, on va au bord de la baie James. C'est aussi un récit de voyageur. Oui, alors ça c'est la manière, je vous ai parlé du thème, mais la manière, moi je trouve que il y a beaucoup trop de livres qui prennent le point de vue de Sirius, si je puis dire, cette étoile lointaine, et qui nous racontent les problèmes de la Terre. Mais les problèmes de la Terre, il faut les vivre, il faut les sentir, il faut être proche de ça. Et moi, j'ai essayé de raconter des histoires que moi, j'avais vécues parce que j'habite une forêt dans les cantons de l'Est, parce que j'ai fait beaucoup de reportages à l'étranger dans des grands parcs ou des aires naturelles, parce que j'ai rencontré des animaux, j'aime observer des animaux, mais j'aime aussi les plantes, j'aime les grands arbres. Et j'ai voulu raconter des histoires auxquelles chacun pouvait se référer et faire une expérience semblable dans sa vie d'urbain même, ou dans sa vie à la campagne, c'est sûr, mais dans la vie d'urbain. Je suis sûr que ce que je raconte sur
les abords de mon chalet dans les cantons de l'Est, il y a bien des Québécois qui ont vécu des choses semblables quand ils ont un chalet ou s'ils visitent leurs amis, ou simplement dans un jardin, parce ce sont des jardiniers, ils aiment cultiver la terre. Alors je pense que pour bien connaître la terre, il faut s'intéresser à la terre, mais concrètement, regarder, observer. Oui, ça c'est vrai, mais quand on observe, on peut aussi être découragé quand on regarde les inondations qui se sont produites encore en Colombie-Britannique il n'y a pas si longtemps. On voit beaucoup d'images de catastrophes, des images sur lesquelles on a une grande impuissance, puis on vit aussi une certaine culpabilité. Comment, Noémie, on peut transmettre un sentiment d'urgence pour amener à l'action, mais sans susciter la peur, sans susciter l'anxiété? Ah, c'est le gros enjeu, hein, parce que on essaie de faire réagir les gens, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nos cerveaux sont très efficaces à réagir à une menace qui est immédiate. J'utilise le lion dans mon livre, là. Un lion devant soi, c'est gros, ça décroît, ça a faim. Ça, le cerveau le traite très, très bien. Par contre, face à une menace qui est systémique, comme les changements climatiques, c'est extrêmement difficile pour nous de percevoir l'ampleur. Donc, le parti qu'on a pris et ce qu'on fait pour essayer de susciter des réactions, une mobilisation, c'est d'insister sur l'urgence, c'est d'en reparler, c'est d'exacerber parfois la réalité. On dit qu'il est minuit moins une. L'image est forte. On joue beaucoup avec ce genre d'image-là. La difficulté, c'est qu'il y a des recherches qui ont démontré que face à une perception exacerbée d'un enjeu comme celui-là, non seulement on crée de l'anxiété, mais on crée aussi du déni et du désengagement. Parce que pour plusieurs personnes, c'est tellement gros, on ne peut rien y faire. Donc, si je peux rien y faire, mais tant pis. Ouais. Donc, comment on fait pour lutter contre ça? Je sais que chez les personnes qui souffrent d'éco-anxiété, ce qui est recommandé par les éco-psychologues, la première des choses, c'est de reconnaître la normalité de ce qu'ils éprouvent. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir de la peine, de la colère, face à la destruction d'un environnement et de notre environnement. Première des choses. Donc, plutôt que d'essayer de nuancer ou de banaliser le sentiment qu'éprouve le jeune, le jeune ou pas, ils ne sont pas tous jeunes, toujours est-il, c'est d'accepter ce sentiment-là d'une part. Et ensuite, un autre aspect que moi je trouve très intéressant, qui est mis de l'avant par le psychologue clinicien Thomas Doherty, lui parle des enjeux E minuscules et des enjeux E majuscules. C'est-à-dire? Les enjeux E minuscules, ce sont nos enjeux personnels. Les enjeux E majuscules, ce sont les enjeux de société. Et lui, ce qu'il dit, c'est apprenez d'abord à composer avec vos enjeux personnels. Soyez cohérents dans ce que vous êtes, vous, et ensuite, vous trouverez la force de vous attaquer aux enjeux E majuscules. Et dans ce cadre-là, il parle de personal sustainability. Il dit apprenez la durabilité personnelle, finalement. Le concept de développement durable, en fait. Ouais. Prenez-le et appliquez-le à votre mode de vie. Oh. Est-ce que vous entretenez des relations durables? Est-ce que vous avez un mode de vie qui est sain, qui est durable? On se pose la question, il y a déjà souvent un petit travail à faire là avant de s'attaquer aux grands enjeux. Et quand on est bien enraciné, parce que lui, le parti qu'il prend, c'est de dire ça va vous aider à vous enraciner et ça va vous donner l'énergie pour vous attaquer aux enjeux E majuscules. E majuscules. C'est intéressant parce qu'il y a de l'anxiété, il y a de la peur, il y a aussi de la culpabilité qui est vécue devant tout ce qui se passe. Et Arnaud, vous dites que la culpabilité qu'on ressent, elle devrait changer de camp. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, en effet, c'est un de nos points de départ. La culpabilité, elle doit changer de camp, c'est-à-dire que souvent, la culpabilité, elle est portée par les individus en tant que consommateurs. Le problème, c'est que les consommateurs, dans une économie qui est la nôtre, une économie de type capitaliste, n'ont pas véritablement de pouvoir important sur les directions de l'investissement, les directions de l'économie. On ne nous a jamais consulté à savoir si on devait plutôt avoir des sacs en chanvre ou des sacs en plastique. On ne nous a jamais consulté à savoir si on devait avoir des voitures qui consommaient plus de 15 litres au 100. On ne nous a jamais consulté à savoir si on devait construire des bâtiments en béton qui exigent d'être climatisés par de l'air climatisé alors qu'il y aurait d'autres moyens de rafraîchir des structures qui ne sont pas en béton. Bref, toutes ces décisions importantes dans l'économie, dans une économie qui est de type capitaliste, elles sont prises de manière privée par des entreprises qui ont le pouvoir d'investissement. Et donc, c'est principalement elles qui doivent assumer le poids de la culpabilité de leurs décisions environnementales graves en termes de pollution, en termes de gaz à effet de serre et en termes aussi, évidemment, d'injustice sociale, d'exploitation, de pauvreté. Bon, après, ceci étant dit,
culpabilité des entreprises. Il ne s'agit pas évidemment de nommer des entreprises qui sont des pommes pourries. Hein. Ce qu'on essaye de dire également dans notre livre, c'est qu'il n'y a pas, dans une économie de type capitaliste, il n'y a pas de solution pour véritablement respecter les limites, parce qu'on est dans une économie où il n'y a pas de limite. Il y a une quête perpétuelle de croissance, et peu importe que ce soit Amazon, qui est aujourd'hui à la tête d'une bonne partie de l'économie, que ce soit Apple ou que ce soit Exxon, qui est en train de défaillir face à la question du pétrole, que ce soit elle ou une autre, ça ne change pas grand-chose parce que la structure même de notre économie est organisée de telle façon à ce que les entreprises visent essentiellement l'accumulation du profit. C'est pour ça qu'elles existent et elles cherchent toujours à grossir perpétuellement. C'est comme ça qu'elles se maintiennent en place. Elles ne peuvent pas se maintenir en place seulement en faisant leurs petites affaires, en vendant tout ce qu'elles ont et en arrêtant là. Le principe même de notre économie, c'est un principe dynamique. Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain. Ouais. Il faut toujours réinvestir. Et quand on réinvestit, on élargit la production, on élargit le marché. Et là, on force à vendre plus par la publicité, où on crée de l'obsolescence programmée pour saboter délibérément la qualité des produits, pour vendre plus également. Il faut produire davantage aussi. Oui, en fait, c'est ça un des enjeux, un des premiers enjeux qu'on aborde, c'est que le problème de la surconsommation, c'est d'abord un problème de surproduction. La logique même de la compétition des entreprises sur le marché amène les entreprises à produire toujours plus et ça amène un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est des crises économiques. Crise de surproduction qui est inédit dans l'histoire de l'humanité. On est un système économique qui crée des crises économiques, non pas par pénurie, mais d'abord par surproduction. Et après, l'autre problème, c'est que au-delà des crises, c'est que la surproduction, il faut l'écouler. Ce qu'on fait, c'est que... on est le lendemain du Black Friday, exactement, donc on l'a écoulé hier. s'assure de vendre un maximum, on fait de la publicité. Et la publicité, c'est pas juste anecdotique. Il y a des millions, des milliards investis dans la publicité. Ces entreprises-là, elles savent ce qu'elles font lorsqu'elles font ça. Ce n'est pas une dépense anodine. Elles assurent leurs investissements, elles assurent leurs arrières pour être en mesure de vendre les marchandises qu'elles ont produites. Donc, garantir la réalisation de leurs profits, ça implique aussi de garantir une demande spécifique pour nos produits. Une entreprise comme GM, pour donner un exemple qu'on donne dans notre livre, une entreprise comme GM, qui est le plus gros producteur d'automobiles aux États-Unis, on pourrait se dire, ils peuvent s'asseoir sur leur laurier, ils ont une place concurrentielle. Eh bien non, ils dépensent en moyenne à peu près, ils peuvent dépenser pour une voiture qu'ils vont vendre 40 000 $ US, ils peuvent dépenser 1 500 $ US juste en publicité pour assurer la vente de cette voiture-là. Ouais. Donc, c'est des investissements qui sont importants et qui poussent à la surconsommation. Ce qui est intéressant, c'est que la position capitaliste en est une de domination de la nature. C'est-à-dire, quand on veut produire quelque chose, il faut extraire. On va aller chercher des ressources. On aime les téléphones, on aime les nouvelles technologies. On a besoin de davantage de minerais. Donc, c'est vraiment une position de domination par rapport à la nature. Et de votre côté, Jean-Pierre, vous pensez qu'on devrait revoir notre position et de s'engager de façon éthique par rapport à la nature. Pouvez-vous expliquer ce point de vue? Oui, alors c'est une très, très vieille tradition. L'homme, les civilisations anciennes, la plupart des civilisations occidentales ont vu la nature comme un réservoir de ressources. Il y a quelques civilisations et quelques peuples, surtout des peuples autochtones évidemment, qui ont échappé à cette vision qui était la mainmise et extraire toutes les ressources qu'on pouvait extraire, parce qu'ils dépendaient de la nature. La nature, les animaux, les plantes, c'était leur quotidien, c'était leur futur. Et donc, ils ont été amenés dans une position qui était spontanément d'un respect de ces autres êtres vivants qui les entouraient. Et cette vision de la Terre comme un bien commun, comme une communauté, c'est la vision qui devrait être celle qui serait la plus importante si on veut cesser de piller la Terre, évidemment, puis faire un futur durable pour la planète. Alors là, les solutions, on peut en parler, mais en gros, la position éthique, c'est celle-ci. Il faut absolument en finir avec cette vision occidentale comme quoi il faut dominer la Terre et qu'on est capable et qu'on a le droit de prendre tous les animaux, les plantes et les exploiter à notre guise. Nous sommes une espèce parmi d'autres. Notre sort
est lié au futur de la Terre et ça devrait nous amener une solidarité vis-à-vis des autres espèces. Et ce que je dis, c'est un fondement éthique, c'est même pas un fondement religieux, on peut en voir les assises dans la science. Quand Darwin nous dit que nous sommes une espèce parmi d'autres, une dans le cortège universel des espèces qui dure depuis des millions et des millions d'années, il nous dit exactement ça. Il ne va pas jusqu'à dire eh bien maintenant il faut être solidaire du vivant, parce que ce n'est pas son discours à lui, c'est un scientifique, mais le fondement, c'est celui-là. Nous sommes une espèce parmi d'autres. Respectons les autres. Oui, et c'est là où vous vous rejoignez tous les deux parce que vous pensez que la solution, en tout cas une des clés, évidemment, à la crise climatique, c'est de reconnecter avec la nature. C'est ce que vous dites tous les deux, mais comment on y parvient, Noémie, quand on sait qu'il y a la moitié de la population de la planète qui vit en milieu urbain? Oui. C'est drôle parce que c'est effectivement une question que je posais beaucoup aux psychologues, aux éco-psychologues qui ont cette approche aussi plus holistique de la nature, là, de dire l'humain fait partie d'eux et n'a pas cette distance-là. Et il y a un psychologue qui m'a ramené cette image très simple, mais il disait c'est pas obligé d'être un grand bain de nature, 3 jours de camping. Il dit la nature, elle est partout, elle peut être dans ses valeurs esthétique, ça peut être une toile, ça peut être une peinture. La nature, elle est dans la relation que vous avez avec votre chat. La nature, elle est partout. Et moi, j'aime beaucoup ce que vous dites parce qu'effectivement, je pense qu'elle est là. En tout cas, c'est une des principales pistes de solution, c'est de se reconnecter avec la nature et de constater qu'on n'en est pas. Et il y a plusieurs... il y a certains psychologues qui vont même dire que l'humain souffre d'amnésie, en fait. L'humain souffre d'amnésie. En fait, il a oublié sa relation avec la nature. Sinon, comment on peut justifier la déconstruction d'un environnement dont on dépend? En fait, c'est pas la logique. Logiquement, c'est difficile à concevoir. Oui, quand on le remet dans son contexte. Ouais. Arnaud, de votre côté, vous êtes d'accord? Encore une fois, on revient au oui, mais il faut surtout sortir du capitalisme. Mais comment on fait une décroissance? Comment on peut y arriver? C'est une vaste question, évidemment, qu'on essaye d'affronter dans notre livre. Je pense que la première chose à dire, c'est qu'il faut une perspective stratégique sur notre situation. Je l'ai déjà dit. Je pense que si aujourd'hui on a un véritable adversaire, c'est principalement l'industrie fossile, du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Donc il faut commencer par là. Après, évidemment, il faut se rendre compte qu'une transition énergétique qui est nécessaire pour pour éviter la catastrophe climatique, pour éviter qu'elle ne s'aggrave, cette transition énergétique-là va inévitablement frapper des limites. Pourquoi? Eh bien, parce que les énergies renouvelables, autant propres qu'on le prétend, ne sont pas, évidemment. Les seules véritables énergies propres, là, c'est les énergies de la photosynthèse et les énergies que nous donne le soleil que l'on peut capter. Mais les énergies renouvelables, que ce soit l'éolienne et le solaire, les principales énergies renouvelables qui sont les sources de croissance aujourd'hui, sont... d'une part, exigent énormément de ressources minières pour être produites, ont des durées de vie aussi. Plus courtes? Comment? Plus courtes. Des durées de vie plus courtes? Oui, des durées de vie plus courtes. Mais aussi, le principal problème, c'est qu'elles ont des limites techniques en termes de production électrique. C'est ce qu'on appelle le problème de l'intermittence. Vous le savez probablement, le soleil ne brille pas tout le temps, le vent ne souffle pas tout le temps. Bon, ces problèmes-là, ils ne sont pas absolument insurmontables. Ceci étant dit, si vous avez une capacité de produire de l'électricité avec un panneau solaire, que ce soit, disons, la moitié de l'année seulement, voire moins, voire peut-être même 10 % de l'année en termes de temps, vous comprenez que vous allez être obligé de déployer beaucoup plus de panneaux solaires que si le soleil était là tout le temps et le vent était là tout le temps. Il faut quand même le reconnaître, l'avantage fondamental des hydrocarbures, et là, ce message n'est pas subventionné par l'industrie fossile, l'avantage civilisationnel des hydrocarbures, c'est qu'ils étaient situés sous terre et on les extrait. Ils sont stables, on peut les consommer 24 heures sur 24, on peut les stocker, on peut faire toutes sortes de choses avec ça qui nous émancipent justement des rythmes naturels et qui permet, disons, la folle croissance que nous avons connue depuis 200 ans avec la révolution industrielle. Les énergies renouvelables n'ont pas ces caractéristiques-là pour l'instant. Il y a énormément de limites sur les capacités des batteries. L'hydrogène,
Une bonne question. Aujourd'hui, l'hydrogène, on en parle comme d'un nouveau, un nouveau hype. Ça fait déjà. Vert, ça va nous sauver, l'hydrogène Oui, ben, ça vert. fait en fait, c'est drôle parce que je jasais avec un camarade qui s'intéresse aussi beaucoup à l'énergie. Il disait ça fait déjà 25 ans qu'on parle de l'arrivée de l'hydrogène. Peut-être que l'hydrogène pourra jouer un certain rôle dans certains processus industriels, entre autres dans la métallurgie ou d'autres. Le problème, c'est que pour l'instant, l'hydrogène n'est pas produit de manière avec des panneaux solaires ou des éoliennes. Et puis, après, ben, l'hydrogène pourra jouer un rôle relativement limité. Ça prend souvent d'immenses réservoirs très, très solides. L'hydrogène s'échappe très facilement. Donc, il y a plein de limites techniques à l'hydrogène. Puis après, ben, une des idées qu'on réitère dans notre livre, c'est que les nouvelles technologies, soi-disant, il ne faut pas, disons, succomber au mythe que Elon Musk ou Jeff Bezos vont nous sauver avec des nouvelles technologies. Pourquoi? Mais parce que ces nouvelles technologies-là, le moment de l'invention de ces technologies-là, le moment de la diffusion dans l'économie et à large échelle dans la société, c'est des choses bien différentes. Et notamment dans le cadre de l'énergie, on sait que les transitions énergétiques, en fait, il n'y en a jamais eu. Il y a juste eu accumulation énergétique. Ouais. Et quand il y a eu accumulation énergétique, ben, les nouvelles sources se sont développées sur des périodes de plusieurs décennies. Ouais. Au mieux, on parle de 12 ans, par exemple, pour le nucléaire en France, l'arrivée du nucléaire en France pour essayer de combler pour essayer de régler la crise du pétrole. Mais le nucléaire en France, bon, pose un certain nombre de problèmes écologiques, mais en plus, le nucléaire en France n'a pas remplacé le pétrole. Non. C'est bien intéressant dans votre livre, vous avez un tableau qui explique ça. Finalement, on est encore dépendant du pétrole, on est encore dépendant du gaz naturel. Et quand on ajoute une nouvelle forme d'énergie, on ne réduit pas la consommation qu'on a du pétrole et du gaz naturel, ça s'ajoute. Donc, finalement, toutes ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons de produire de l'énergie, ça s'accumule. Donc, on devient de plus en plus des consommateurs d'énergie. C'est probablement ce qu'il faudrait faire. Il faudrait réduire, a priori, notre consommation. En effet, et le rapport du GIEC qui va sortir au mois de mars va aborder entre autres cette question-là. Il y a eu des fuites de ce rapport sur les recommandations du GIEC qui vont dans ce sens-là. Si on veut véritablement faire une transition énergétique qui respecte les limites planétaires, qui respecte les écosystèmes et qui respecte les peuples qui habitent cette Terre, ben, il faut inévitablement réduire notre consommation d'énergie. Et là, j'entends, la consommation d'énergie est principalement le fait des grandes entreprises. Oui, c'est ça, c'est ça. On ne parle pas des consommateurs, on ne veut pas que les gens soient culpabilisés ce matin, loin de là. C'est davantage ceux qui produisent tous ces produits de consommation qu'on a sur le marché, c'est eux qu'on doit viser. Exactement. Et ce qui est important, je pense, à retenir, Arnaud, si je peux me permettre, Oui. c'est que ces technologies-là qui vont peut-être nous sauver, elles nous sauveront peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Et comme on disait tout à l'heure, il est minuit moins une. C'est le temps d'agir maintenant, finalement. Jean-Pierre, j'aimerais qu'on parle de la protection de la biodiversité. Vous avancez dans votre livre qu'il faudrait protéger les milieux naturels, les milieux sauvages, ceux qui restent encore, à hauteur de 50 % sur la planète. Ça oui, sort alors d'où, les ça? milieux naturels qui sont peu perturbés par l'homme, il en reste encore beaucoup sur la planète. Et c'est vraiment la nature agit comme un espèce de gigantesque filtre et c'est la matrice même qui nous permet de vivre sur Terre. Alors, les services que nous rend la nature, on a beaucoup parlé des services écosystémiques, là, qui est des protections, l'eau, le climat, etc. Alors, si on investit massivement dans les aires protégées, on va avoir des coussins de sécurité pour absorber certains effets des changements climatiques. Les forêts restent encore aujourd'hui, les forêts primaires à l'échelle de la planète, et il y en a beaucoup au Canada, entre autres. Il y en a au Canada, en Russie, au Brésil. Les grands pays qui ont des grandes forêts primaires sont de magnifiques réservoirs pour capter les gaz à effet de serre. Il faut absolument les protéger. Alors, moi, ce qui me donne espoir, c'est qu'il y a quand même un mouvement international qu'on voit dans les grandes conférences de l'ONU, qui ne sont pas toujours des succès flagrants à cause de l'égoïsme des nations, mais qui à chaque fois poussent un peu plus loin. Alors, on voulait, dans les cibles de protection, des protections sur la planète, les cibles qu'on appelait Daiichi, c'était 20 %. Bon, on est arrivé pour les aires terrestres à 17 %. C'est déjà pas mal. Et en fait, on est maintenant à 19 %. C'est bien. Est-ce qu'on peut s'engager pour 30 % pour 2030? C'est le cas. Ça, c'est fait. Il va falloir suivre les pays qui vont faire des efforts en ce sens.
mais il s'agit d'engagements internationaux et qui sont contraignants. C'est 197 pays qui ont signé cet accord de la Convention de biodiversité pour en arriver à 30 % de protection. Alors 30 % c'est bien, puis moi je dis avec un certain nombre de scientifiques et d'écologistes, allons jusqu'à 50 % si c'est possible. 50 %, alors évidemment, tous les pays ne font pas 50 %, mais on peut imaginer des mécanismes de compensation. Et il ne faut surtout pas oublier les océans qu'il faut protéger. On en parle peu, mais c'est aussi très important. Si l'acidification des océans qui est due à la présence humaine continue, eh bien, on aura encore un effet de rebond et on aura encore plus de réchauffement climatique. Alors, il faut protéger les forêts, les grandes forêts, les aires peu perturbées. Puis, ce n'est pas toujours des forêts, ça peut être la toundra, qui est une magnifique région qu'on a ici au Canada. Et c'est possible de le faire. Alors, c'est ça qui me donne un peu espoir. Ce mouvement international qui est quand même surveillé par plusieurs organismes. Et puis, à un moment donné, les dirigeants, ils vont se trouver face à leur opinion publique qui leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites pour protéger la nature? Vous n'avancez pas. » Et là, c'est la deuxième chose qui me donne espoir, c'est que la myriade de gens, le millier d'organismes et de gens qui sont conscientisés, milliers et les millions, pèsent de plus en plus sur les pouvoirs publics, sur les élus. Et il va bien falloir qu'un jour, on ait des gouvernements qui ne fassent pas de l'écologie une espèce d'image de façade, mais qui aillent profondément au cœur de la chose. Alors, moi, c'est mes deux messages d'espoir. J'ai commencé ma carrière avec un livre sur la pollution au Québec, et j'ai vu quand même, en l'espace de 40 ans, que la conscience écologique de la majorité des Québécois, elle s'est levée. Elle s'est levée, elle est grande, et elle pèse sur les partis politiques, et les partis politiques sont obligés d'en tenir compte. Ouais. Alors voilà. Vous êtes plutôt optimiste, Noémie. Une des solutions, c'est l'engagement citoyen. Oui, ça fait partie des solutions. En même temps, c'est drôle, hein, parce que là, souvent, quand on parle des gens qui souffrent d'éco-anxiété, on dit que la première solution qui est mise de l'avant, c'est de s'engager. Donc, c'est de s'engager, de mobiliser finalement cette anxiété-là, de la canaliser vers l'action. Et ça fonctionne dans une certaine mesure, mais ça a aussi son revers. C'est-à-dire que ce que moi, j'entendais beaucoup des militants, c'est à partir du moment où tu te mobilises avec des gens qui partagent ces craintes-là, les mêmes craintes que toi, mais tu les alimentes aussi. Et tu te retrouves souvent pris dans ce même tumulte. C'est difficile de s'en sortir. Et puis, je dirais le gros oomph qu'on peut avoir suite à une manifestation de 500 000 personnes, il est aussi par moments suivi d'une déception du fait qu'il n'y a pas d'action qui suit. Donc oui, je pense que l'action, c'est effectivement une partie de la solution, mais tout ne peut pas passer par là, c'est certain. Non. Mais moi, j'écoute Jean-Pierre et ça me donne l'espoir. Ça me donne l'espoir. Et honnêtement, je partage aussi cette vision assez optimiste de l'avenir. Et au quotidien, pour travailler avec un jeune public, je vois à quel point ils sont informés, avisés. Souvent, l'éducation se fait en sens inverse. Il y a beaucoup de jeunes qui font de l'éducation à l'environnement auprès de leurs parents. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là, effectivement, une prise de conscience collective qui est en train de se produire, qui, moi aussi, me donne beaucoup d'espoir. Oui. Alors, là où je vais rejoindre Arnaud, c'est que je pense que il faut en finir avec le capitalisme tel qu'il existe, le capitalisme sans limite, sauvage, le libéralisme à tout azimut, tout reprendre. Alors, est-ce que le capitalisme est capable de se réformer? Grande question, on pourra en débattre. Mais Arnaud croit que oui, en fait. On redonne le pouvoir aux citoyens. Et vous pensez que le changement ne va pas venir par la force des consommateurs, mais bien par la force des citoyens et du travail aussi? Oui. Nuance quand même, on pense que les possibilités de réformer le capitalisme sont épuisées.
La parenthèse des 30 glorieuses a duré 30 ans, ça ne fonctionnera plus. Et par définition, le capitalisme nous mène systématiquement à des crises. Et donc, ce qu'on invite à faire, c'est à le dépasser. Si on veut véritablement essayer de respecter les limites planétaires, ben, il nous faut planifier l'économie. C'est un mot qui est tabou, qui était surtout tabou dans les années 90. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va être en mesure d'en parler sans passer par des insultes de cours d'école autour des spectres de l'Union soviétique. Oui. Je pense que déjà, lorsqu'on parle de réduction des GES, on est déjà dans une forme de planification de l'économie. On essaye déjà de contraindre l'économie à prendre une certaine direction. Donc, on est déjà là-dedans. Ce qu'il faut, c'est aboutir dans cette logique-là, et notamment planifier la sortie des hydrocarbures, qui est le principal responsable des gaz à effet de serre. Et donc, il faut planifier la réduction de la production. On a beaucoup parlé de éliminer les subventions par-ci, par-là, éliminer l'exploration ou les nouveaux projets. C'est insuffisant. Ce que nous dit le dernier rapport de l'ONU qui s'intitule, vous le lirez, il est très intéressant, The Production Gap, c'est qu'il y a un gap immense entre la prévision de production d'hydrocarbures et la cible cohérente, pour rester cohérente avec la limite de 1,5 degré. Oui. Et ce qu'il recommande, c'est de réduire la production et l'extraction, la production, la transformation des hydrocarbures de 6 % par année. Ouais. C'est immense. On n'a jamais connu ça dans l'histoire du capitalisme. Évidemment, c'est un affront à sa dynamique de croissance et il faut s'en rendre compte. Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'en quelque sorte, il y a beaucoup d'écologistes et d'environnementalistes qui ont de belles intentions, mais parfois, ils se font des illusions sur les pouvoirs auxquels ils vont faire face. Et les pouvoirs auxquels ils vont faire face, c'est un pouvoir de classe, c'est un pouvoir aussi systémique. Et il faut reconnaître ce pouvoir-là pour être en mesure de l'affronter. C'est très, très bien écrit dans ce livre. Est-ce qu'on peut le remontrer? Parce qu'on est à la fin de la table ronde. J'aimerais qu'on parle de votre livre, qu'on le voit. Arnaud Théoria-Cloutier est l'auteur, co-auteur, en fait, parce que vous avez deux... On est trois, oui. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, vous critiquez, vous proposez des solutions également. C'est très, très bien écrit pour une écologie du 99 %. Et on a un petit capitaliste qui représente le 1 % très bien dessiné dans le livre, qui m'a beaucoup fait rire par moments. Merci beaucoup. Merci à vous. Noémie Larouche, qui est l'autrice de L'éco-anxiété, l'envers d'un déni. Ça s'adresse pas seulement aux gens qui connaissent, qui vivent l'éco-anxiété, mais simplement pour remettre ça dans son contexte. Parce qu'au fond, l'éco-anxiété, c'est de l'anxiété qui a peut-être toujours existé. C'est ce que je retiens, en tout cas. Oui, rien de nouveau. D'ailleurs, je termine le livre à tout hasard. Ma mère m'a transmis les notes de mon grand-père, son espèce de journal intime. Et en lisant le journal intime de mon grand-père, j'ai réalisé que mon grand-père possiblement souffrait d'éco-anxiété depuis plusieurs années. C'est un pionnier. Oui, c'est ça. Jean-Pierre Rogel, qui est l'auteur de 30 ans pour sauver la diversité, la planète du héron bleu. C'est un récit de voyage tout autant qu'une œuvre scientifique. C'est très, très bien écrit. Merci beaucoup d'avoir préparé à la table ronde. Je vous en prie. Et je vous remercie à tous d'avoir été là, d'avoir été aussi attentifs. Puis bon salon du livre, tout le monde. Merci. Merci. Merci.